Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin. À mes côtés, Frédéric Maurice, chef de l'édition de Nice Matin, et Lionel Paoli, reporter politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Jordan Bardella, député européen et président du Rassemblement national. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Caro, merci de votre invitation. Jordan Bardella, vous êtes à Nice avec Marine Le Pen pour la grande rentrée du Rassemblement national demain, dimanche à 14h au Palais Nicaïa. Pourquoi ce rendez-vous et pourquoi le choix de Nice ? Bon, nous sortons d'une séquence électorale qui a été extrêmement dense, qui a positionné le Rassemblement national comme premier parti de France. Plus de 30% des voix aux élections européennes, ce qui nous a permis d'obtenir la délégation la plus importante du Parlement européen. Le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, même si les accords ensuite aux élections législatives entre la Macronie et l'extrême gauche de M. Mélenchon nous ont empêché et m'ont empêché précisément d'obtenir une majorité et de former un gouvernement. Je pense que cette situation est loin d'offrir au pays une grande stabilité, la stabilité dont il a besoin. Par conséquent, la campagne continue, la campagne recommence. Et j'aurai moi-même l'occasion tout au long de cette année de me rendre partout en France dans le cadre d'un cycle de meeting, d'un tour de France dans nos territoires, loin aussi des grandes villes, pour aller à la rencontre de nos compatriotes parce que je crois que leurs préoccupations sur le pouvoir d'achat, la sécurité ou la protection de leur identité demeurent toujours plus vives en cette rentrée. Alors le 9 juin, à l'annonce de la dissolution, quelques minutes après le résultat des européennes, beaucoup vous imaginez à Matignon un mois plus tard. Le résultat est très différent. Le Rassemblement national n'a pas de majorité et c'est Michel Barnier qui est à Matignon. Qu'est-ce que vous avez raté ? Si on refait le film, on pourrait toujours trouver des choses qui n'ont pas fonctionné. Moi, j'ai le sentiment, et je ressors de ce cycle électoral avec le sentiment d'une grande frustration, parce qu'en réalité, on a le sentiment que pour gouverner dans notre pays, il faut avoir perdu les élections. Le Rassemblement national est arrivé en tête en nombre de voix, avec 11 millions de voix. Nous avons réalisé 37% des voix, ce qu'aucun parti politique ne réalise dans aucune démocratie occidentale, grâce à la confiance de millions de Français qui sont venus de tous horizons porter leur suffrage sur le Rassemblement national. Et puis, ces alliances contre nature ne peuvent pas constituer un projet viable pour le pays, parce qu'on ne peut pas considérer que le fait de vouloir à tout prix empêcher des Français, parce qu'ils pensent différemment, d'exprimer leur idée au pouvoir, ça ne peut pas constituer un destin viable pour le pays. Donc, nous avons porté des sujets qui relèvent du quotidien des Français, qui relèvent de l'avenir de la nation. Je l'ai dit, ça a été une défaite évidemment personnelle, parce que quand on ambitionne d'être Premier ministre et que nous n'avons pas suffisamment de députés pour constituer une majorité, c'est évidemment un échec personnel, mais c'est une très grande victoire pour le Rassemblement national, parce que nous sommes passés quand même en 2 ans de 6 à 143 députés, en incluant les députés de l'Alliance, de l'Union des droites républicaines autour d'Éric Ciotti. Donc nous allons continuer à travailler, nous reviendrons encore plus fort, encore mieux préparés, avec une ambition qui est intacte, celle de préparer l'alternance. Et encore une fois, on ne peut pas dire que aujourd'hui, ce qui ressort de ce cycle électoral soit viable pour notre pays et soit extrêmement sain pour la démocratie française. Jordan Bardella, on va continuer à vous torturer un petit peu sur le sujet avec un extrait vidéo du débat que Nice Matin a organisé dans la 7e circonscription des Alpes-Maritimes à l'occasion des élections législatives. Le candidat qui s'exprime s'appelle Thierry Ferrand et il était investi donc par votre parti. Monsieur Ferrand, le Rassemblement national veut interdire les emplois sensibles ou stratégiques aux personnes ayant la double nationalité, on l'a entendu hier. Les cadres du RN n'ont pas nommé précisément les emplois en question. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Qui est ciblé ? Alors, on parle surtout d'emplois où il y a une double nationalité, surtout sur des emplois, comment dirais-je, un peu régaliens. C'est-à-dire, on a effectivement une problématique. Qu'est-ce que c'est un emploi régalien ? Non, c'est-à-dire en réalité, vous avez des emplois qui sont sensibles. On le sait, tout ce qui est autour de la sécurité, ce sont des emplois qui sont très très sensibles. Les policiers, par exemple ? Les gendarmes ? Les juges ? Les juges, oui, pourquoi pas. Certains policiers... Interdire aux juges d'avoir une double nationalité ? Pour moi, oui. Pour moi, je pense qu'un juge ne devrait pas avoir une double nationalité. Un policier ? Un policier, c'est possible. Pourquoi y a-t-il eu autant de candidats qui n'étaient pas au niveau, parfois même auteurs de dérapages à ces élections législatives, alors que vous disiez prêt à affronter toute dissolution ? Bon, d'abord, vous avez bien compris, et je pense que c'est pour ça que
me passez la séquence que notre candidat tient des propos qui ne sont pas les propos du Rassemblement national et qui ne sont pas les propos du projet que je porte. Je n'entends pas remettre en cause la double nationalité. Même s'il y a eu un petit doute pendant la campagne. Non, il n'y a pas eu de doute. J'ai dit une chose très simple. Moi, je ne souhaite pas toucher à la double nationalité parce que je pense que c'est une mesure ou une réflexion qui pourrait blesser beaucoup de nos compatriotes qui ont deux nationalités mais qui se sont parfaitement intégrés à la République française, parfaitement français, et sur lequel évidemment une suspicion qui pourrait être mise avec cette mesure pourrait évidemment créer de l'incompréhension dans le pays. J'ai juste dit une chose, j'ai dit qu'il y a des emplois très stratégiques dans le pays sur lesquels les contrôles doivent être renforcés. J'ai donné 2 exemples pendant la campagne, mais honnêtement, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 10 emplois qui soient concernés par cette mesure. J'ai dit que dans le contexte actuel, on n'imaginait pas un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire ou quelqu'un qui est à la fois français et chinois à la tête des services de renseignement. Mais ces contrôles, vous le savez, ils existent déjà. Pour répondre à votre question... sur le fond des candidats il y a eu des ratés. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ces images, elles ont circulé sur les réseaux sociaux. Et moi, si vous voulez, qui consacre ma vie, matin, midi et soir, à porter notre combat, à porter notre cause, je ne peux pas vous dire que quand je vois des images de candidats qui ne se sont pas suffisamment préparés avant d'aller sur un débat, eh bien, évidemment, ça ne me fait pas plaisir et ça ne fait pas honneur au combat que nous portons. Il est vrai que il y a parfois des candidats qui peuvent être de très bons candidats, mais qui sont aussi moins à l'aise sur les plateaux de télévision. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des interviews avec des journalistes qui n'étaient pas à l'aise quand ils posaient leurs questions, et c'est pas pour ça que ce sont des mauvais journalistes ou que les papiers qu'ils rédigent ont un mauvais fond. Mais pour répondre très, très clairement à votre question, il y a eu une quinzaine de candidats, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, ou d'autres qui ont tenu des propos qui sont des propos condamnables, qui ne correspondent ni à la ligne ni au projet que porte le Rassemblement national. Mais ce que je trouve un petit peu injuste, et là je dois faire l'avocat du Rassemblement national, c'est que il a fallu investir, non pas en 2 mois, en 3 mois, parce qu'une élection législative normale, on s'y prépare sur 6 mois, 1 an. Ouais. Une élection législative qui est annoncée 3 semaines avant, on a 72 heures pour investir 577 candidats, 577 suppléants. Donc la réalité, c'est que 99% de nos candidats étaient parfaitement irréprochables, et je crois que le groupe de députés que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale est un groupe de qualité, avec des personnalités qui viennent de la société civile, qui viennent du Rassemblement national, qui sont des élus locaux, qui sont des fonctionnaires, qui sont des médecins, qui sont des énarques, qui ont une expérience dans le privé ou dans le public et qui veulent mettre cette expérience au service du redressement du pays. Et il est vrai que ces quelques ratés qui se comptent sur les doigts d'une main, eh bien, sont venus ternir l'image de tous nos candidats. Donc, je le regrette, je le déplore, mais il est vrai qu'on est parfois, avec le Rassemblement national, plus dur et plus exigeant qu'avec aucun autre mouvement politique. Regardez la NUPES, le nouveau Front populaire, ils ont investi des candidats qui sont fichés S, qui ont tenu des propos inadmissibles à l'égard des atrocités commises par le Hamas en Israël, qui refusent de considérer ce mouvement comme un mouvement de résistance. Certains sont fichés pour leur militantisme dangereux, ça ne pose absolument aucun problème, et évidemment que le temps qui est consacré à ces candidats est moindre qu'à ceux du Rassemblement national. Donc je combats dans un environnement où je connais les règles, je les assume, et je sais qu'il me faut être encore plus rigoureux que tous les autres chefs de parti. Justement, Jordan Bardella, fort des leçons de cette campagne, qu'est-ce que vous allez faire différemment et comment vous vous préparez pour de futures législatives qui peuvent arriver, non pas à n'importe quel moment, mais qui peuvent arriver rapidement? Nous allons continuer à travailler. Nous sommes d'ores et déjà en train d'investir, de préinvestir de potentiels candidats, de regarder ce qui a pu dysfonctionner, de préparer la prochaine bataille des élections municipales qui aura lieu en 2026 et qui sera évidemment fondamental dans notre capacité à remporter ensuite des circonscriptions, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a un effet de ruissellement, là où nous avons des communes, que nos communes sont bien gérées en bon père de famille, où on arrive à stabiliser les finances publiques, à baisser la fiscalité, à rétablir la sécurité, à défendre le cadre de vie, eh bien, nous réussissons à obtenir ensuite des victoires au niveau local. Je pense au département des Pyrénées-Orientales, où lorsque on remporte la ville de Perpignan, que Louis Alliot fait un travail exemplaire, eh bien, aux élections législatives d'après, il y a les 4 circonscriptions des Pyrénées-Orientales qui tombent. C'est aussi vrai avec Fréjus dans le Var, où la quasi-totalité des circonscriptions du Var sont tombées, pour reprendre l'expression qui y est consacrée, et c'est aussi vrai dans le bassin minier. Donc on va continuer à faire ce travail, et puis on va continuer à parler du quotidien des Français, parce que j'ai pas le sentiment que, parce que le cycle électoral est terminé, la question du pouvoir d'achat est réglée.
la question du rétablissement de la sécurité et du rétablissement de la politique pénale est réglée, et on se rend compte que jour après jour, les mêmes dysfonctionnements de l'État amènent parfois à des drames, et je pense bien sûr à ce gendarme qui a été assassiné dans le département des Alpes-Maritimes il y a quelques semaines, ou à Philippines, cette jeune étudiante parisienne qui a été assassinée par un individu en situation irrégulière qui aurait dû être expulsé et qui était connu des services de justice et d'une politique pénale qui est, à mon sens, beaucoup trop faible et beaucoup trop laxiste. Alors on a vu au second tour des élections législatives que le Front républicain avait marché à plein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous que ça se répète à chaque fois? Comment vous comptez faire pour contourner ce Front républicain? Qui est par essence extrêmement démocratique, hein. C'est-à-dire des alliances de force contre nature, parce que, je veux dire, faire des alliances lors d'une campagne électorale, quand vous partagez une même fibre idéologique, ça ne me choque absolument pas. Que la gauche se rassemble autour d'un projet commun, ça ne me choque pas. Que le Rassemblement national tende la main à Éric Ciotti, qui sur beaucoup de sujets partage nos constats, nos diagnostics et nos mesures, ça fait partie de l'évidence du fonctionnement de la démocratie. Mais quand on a un mouvement politique comme celui d'Emmanuel Macron, président de la République, qui considère la France insoumise comme un parti, je cite, antisémite et alimentant le communautarisme, 15 jours avant, pour 2 semaines plus tard, s'allier avec le nouveau Front populaire, il n'y a rien de démocratique, il n'y a rien de sain et il n'y a rien de cohérent là-dedans. Il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé à faire de la politique, dans ce qui était encore le Front National, ce qu'on a appelé le Front républicain, et ces candidatures uniques étaient soutenues par d'autres mouvements politiques face à nous, faisait qu'on se retrouvait au second tour à des scores de 30-35%. Il y a 5 ans, on franchissait la barre des 40-45%. Aujourd'hui, dans les seconds tours où nous ne sommes pas qualifiés, où nous ne remportons pas le siège, nous finissons à 47-48%. Donc, il y a des progressions qui sont considérables. Je veux dire, 34% des voix au premier tour, 37% des voix au second tour, c'est un solde qui est évidemment extrêmement important. Et croyez-moi, pour avoir rencontré beaucoup de compatriotes, y compris depuis la fin des élections, je pense que si les élections avaient lieu dimanche, nos compatriotes retourneraient voter. Alors justement, Jordan Bardella, vous êtes très populaire. Tristan Gasparrou l'a constaté quand il est allé demander aux Niçois qui de Marine Le Pen ou de vous incarnait le mieux l'avenir du RN. Réponse. Alors entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, je préfère Jordan Bardella parce que je le vois plus sur TikTok, je le vois plus souvent sur Instagram. J'arrive plus à m'identifier à la personne. Je pense que Jordan Bardella, il a plus d'idées. Marine Le Pen, elle est plus réceptive sur ses idées, elle veut pas trop changer, alors que Bardella, il est plus expressif. Comme il est plus jeune, il comprend un peu plus nos opinions, je pense. Donc Jordan Bardella est plus jeune, et donc il représente plus l'avenir que Marine Le Pen. Jordan Bardella. Parce qu'il est jeune, donc on est forcément plus réceptif. En plus, avec les réseaux sociaux, ça fonctionne pas mal. Du coup, moi, je trouve qu'il présente des bonnes idées. Et contrairement à Marine Le Pen, il est moins extrême, je trouve. Je préfère Bardella. Il est jeune. Marine Le Pen, je la suis depuis très longtemps. Mais je crois qu'elle fait fausse route. Alors précisons qu'on n'a pas exclu des réponses concernant Marine Le Pen. On n'a pas trouvé sur un... Non, vraiment. On n'a pas trouvé sur un micro-trottoir. Évidemment, ça n'a aucune valeur scientifique. Au dernier classement des personnalités politiques préférées des Français, publié le 17 septembre par IFOP Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, Marine Le Pen pointée au 18e rang. 3 places toutefois derrière vous. Comment vous gérez cette concurrence, au moins dont les journalistes, dont une partie de la classe politique vous parle? Non, mais je sais que ça fait vendre. Hein. C'est que je sais que fantasmer sur une potentielle concurrence entre Marine et moi, je sais que ça fait vendre et que ça suscite les fantasmes de beaucoup de journalistes, y compris à Paris. Il n'y a pas de concurrence, il y a une très grande complémentarité. D'abord, je vais vous dire sur mon lien personnel avec elle, et je crois que c'est réciproque, il y a une très grande confiance entre nous, parce que je sais ce que je lui dois, parce que sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, et je ne serais pas non plus président du Rassemblement national. Donc elle m'a fait confiance, et c'est dans mes valeurs et dans mon éducation. Moi, je lui suis d'une fidélité, d'une loyauté totale. Je serai toujours dans cet état d'esprit-là à son égard. Elle représente aujourd'hui, je crois, un espoir pour des millions de Français. Elle a l'expérience naturellement de plusieurs candidatures à l'élection présidentielle, chose que je n'ai pas. Et je l'ai dit, je le redis, je continuerai de le dire. Je resterai son premier soutien, mais elle est aussi mon premier soutien. Et je pense que cette relation extrêmement singulière qu'on forme tous les deux, l'unité qui est la nôtre,
elle est nécessaire aujourd'hui dans les temps très difficiles que nous allons devoir affronter dans le pays. Concrètement, comment vous la gérez, cette relation au quotidien? C'est des échanges toute la journée entre vous? C'est des points... vous avez oui, on se voit, alors je comprends que de l'extérieur il puisse y avoir des interrogations, parce que c'est vrai que les gens sont pas forcément dans les coulisses, mais on a une relation qui est parfaitement saine, parfaitement normale, fait d'estime et de confiance réciproque. Donc, on s'appelle, oui, ça arrive, mais vous voyez, on a l'intelligence quand on peut avoir des désaccords, parce qu'on est humain, on a chacun nos caractères, notre identité, notre sensibilité, nos styles. Tout cela forme une complémentarité, mais on a, je crois, la responsabilité et l'intelligence, lorsque parfois on est en désaccord, de pouvoir l'exposer entre nous, au téléphone, de vive voix, sans exposer de potentielles divergences à l'extérieur. Je vous rassure, elles sont extrêmement minimes, et nous partageons évidemment l'essentiel, et nous sommes d'accord sur les idées, le projet politique, parce que son projet est aussi le mien, et donc on a une relation normale, c'est-à-dire on s'appelle, on se voit. Avant l'émission, j'ai eu un message d'elle, je n'ai pas eu le temps de lui répondre puisque l'émission a démarré, mais je lui répondrai une fois que l'émission sera terminée. Bien, Monsieur Bardella, concernant Michel Barnier, Laure Lavalette, qui est porte-parole du RN, a déclaré mardi sur BFM et de nouveau jeudi sur France Télévisions qu'il fallait, entre guillemets, laisser sa chance au produit. Alors, lui laisser sa chance jusqu'où? Est-ce que vous partagez cette opinion? Il ne s'agit pas de laisser sa chance pour laisser sa chance, mais l'attitude qui a été la mienne à l'issue de l'été, c'était de dire, bon, nous sommes aujourd'hui le premier groupe, nous avons le premier groupe à l'Assemblée avec 126 députés, 140 en incluant l'alliance avec Éric Ciotti, et rien ne peut se faire désormais sans le Rassemblement national. Il fallait un Premier ministre à la France. Nous avons évité un moindre mal. Le mal aurait été absolu, aurait été évidemment d'avoir le nouveau Front populaire et son lot de folie au pouvoir, ce qui aurait été, je crois, très dangereux pour l'économie française, pour la paix civile, pour notre rapport à l'idéologie islamiste et pour simplement la pérennité du débat public, la sérénité du débat public. Donc nous avons évité un moindre mal en évitant au nouveau Front populaire qu'Emmanuel Macron avait positionné aux portes du pouvoir de s'emparer de Matignon. Et donc il fallait un Premier ministre à la France. La ligne rouge que nous avions fixée, vous la connaissez, c'était de voir nommer à Matignon un Premier ministre qui considérait les électeurs du Rassemblement national. Parce que moi, j'en ai un petit peu assez qu'on renvoie nos électeurs à des sous-citoyens, à des Français de seconde zone qui n'auraient jamais droit de voir leur idée exprimée au pouvoir. Donc, Michel Barnier me semblait, et avec Marine, nous semblait correspondre à cette philosophie, à cette ligne de conduite et à ce respect dû aux millions d'électeurs qui se sont portés sur moi aux élections européennes et qui se sont portés sur nous aux élections législatives. Maintenant, nous attendrons les actes pour éventuellement accompagner ce qui va dans le bon sens et rejeter ce qui est contraire à l'intérêt des Français. Moi, j'ai dit une chose très simple. Michel Barnier est sous la surveillance démocratique du Parlement. Il est donc sous la surveillance démocratique du premier groupe de l'Assemblée nationale, qui est le Rassemblement national. Et si M. Barnier est le continuateur de la politique de M. Macron, qu'il poursuit la ligne et la philosophie d'Emmanuel Macron, alors à ce moment-là, nous censurerons ce gouvernement et ce gouvernement tombera. Et permettez-moi de vous dire que les premiers signaux ne sont pas extrêmement encourageants, parce que lorsque j'entends chez vos confrères de France Télévisions M. Barnier nous dire que on n'est pas dans une alternance, mais qu'il y aura une continuité avec ce qui a été fait depuis 7 ans, eh bien, je me permets de lui rappeler que beaucoup de Français se sont exprimés pour un changement de politique et qu'ils doivent en tenir compte. Oui, mais alors, soyons clairs. Vous avez le pouvoir de censurer le gouvernement, et après, si vous le faites dans un mois ou dans 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement saute, le président n'a pas la possibilité de dissoudre, qu'est-ce qui se passe? Qui va au pouvoir? Est-ce que vous accepteriez d'y aller dans ce cas-là, sans majorité? Est-ce que c'est la gauche qui va au pouvoir? En gros, c'est un pouvoir nucléaire, mais qui ne débouche sur rien. Non mais Monsieur Paoli, moi je ne vais pas refaire le film, il y a eu des élections. Moi, j'ai dit pendant le second tour, nous sommes le seul mouvement politique avec Éric Ciotti à pouvoir avoir une majorité à l'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas les désistements de second tour, et s'il n'y avait pas eu l'alliance contre nature entre la NUPES, dans le nouveau Front populaire, et Emmanuel Macron, nous aurions eu 300 députés avec les résultats du premier tour. Donc, moi j'ai dit au second tour, soit nous avons maintenant une majorité absolue, et nous mettons en œuvre notre projet démocratique d'alternance, soit c'est le chaos. Donc c'est le chaos institutionnel. Donc maintenant, moi je ne suis pas responsable d'un potentiel gouvernement qui tomberait au bout de 3 mois et qui ne pourrait pas entraîner la convocation de nouvelles élections avant l'année prochaine. Mais je peux vous dire que
mon sentiment et ma conviction, même si elle n'est pas une absolue vérité, c'est que nous retournerons très vite aux urnes et qu'en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment ce gouvernement peut tenir jusqu'en 2027 parce que ce gouvernement est en lui-même un contresens et contre nature. Quand on a M. Retailleau qui a été mis là pour faire plaisir aux électeurs du Rassemblement national, pour dire mot pour mot ce que j'ai dit pendant toute la campagne, et qu'on a de l'autre côté M. Migaud, le ministre socialiste de la Justice, ancien député socialiste, qui a été mis là précisément pour faire plaisir au nouveau Front Populaire et qui vient nous dire que la justice n'est pas laxiste, je vois pas comment tout ça peut aboutir sur une politique, ou alors il faut m'expliquer parce que je n'en vois pas vraiment le bout. Clairement, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas voter la censure, ou pourquoi ne pas déposer vous-même une motion de censure et en finir avec cette mascarade? Mais parce que la censure, c'est pas un jouet. Et c'est pas un hochet qu'on... Ça ne l'est pas aujourd'hui, ça ne l'est pas demain non plus. La différence avec la gauche, c'est que moi je veux gouverner et je n'ai pas le goût du désordre ou du n'importe quoi. Donc la gauche passe son temps à crier, à vouloir l'insurrection, à vouloir le désordre et à vouloir torpiller nos institutions et notre Parlement. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je pense que le pays doit avancer. Donc, encore une fois, je veux avoir le comportement le plus raisonnable possible et en même temps le plus ferme possible à l'égard de l'héritage de la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui va dans le bon sens, nous le voterons. Ce qui contrevient à l'intérêt des Français, nous nous y opposerons. Et si des lignes rouges sont franchis comme une potentielle augmentation des impôts ou un refus de traiter les questions de sécurité et d'immigration, alors je ferai tomber ce gouvernement. Une question jeudi sur France 2, Michel Barnier s'est distingué de son ministre de l'Intérieur, justement Bruno Retailleau dont vous parliez. Exactement ce que je disais. En déclarant « Les migrants, c'est une chance ». Est-ce que ça lui a valu un coup de fil des approbateurs de Marine Le Pen, comme elle avait fait à l'encontre du ministre de l'économie, qui avait considéré que le RN n'était pas à leur Mais tout ça, c'est de la com'. Il y en a un qui est chargé de dire l'immigration c'est bien, et puis il y en a un autre qui est chargé de dire l'immigration c'est pas bien. Parce que l'intérêt de ce gouvernement qui ne représente personne, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui n'a aucune légitimité démocratique. Rendez-vous compte que pour gouverner en France, il faut être arrivé dernier aux élections. C'est-à-dire que le parti politique qui a été chargé par le président de la République de composer un gouvernement, c'est un parti politique qui a fait 5% des voix à la présidentielle, 6% aux élections européennes et 7% aux élections législatives. Donc on n'a jamais eu, sous la Ve République, un gouvernement qui, comme celui-ci, n'avait aucune légitimité démocratique, sans aucune majorité à l'Assemblée nationale. Donc, je veux dire, tout ça, ce sont des déclarations qui ont pour but de faire plaisir à des électorats contradictoires. Il n'y a ni cap clair, ni ligne politique. Et moi, je crains que sur l'immigration, eh bien, pas grand-chose ne change. Bruno Retailleau, il pourrait être au Rassemblement national, justement, puisque vous dites qu'il a été placé là pour faire plaisir à vos électeurs? Mais je pense que M. Retailleau, il pourrait être tout. Il pourrait être ministre de M. Macron, ministre de M. Barnier. Je pense qu'il s'adapterait parfaitement si demain nous lui proposions de travailler à nos côtés. Mais encore une fois, moi je ne juge pas M. Retailleau personnellement. C'est quelqu'un de parfaitement respectable qui a un parcours d'élu totalement respectable. Mais le problème, c'est qui croire dans ce gouvernement? On a des gens qui disent l'exact inverse. Le soir même, aux 20h de TF1, M. Retailleau nous dit la justice est laxiste, en gros il faut un sursaut pénal. Le lendemain matin, on a son ministre de la Justice, c'est-à-dire quand même le couple un peu qui est chargé d'assurer la sécurité des Français. Beauvau-Vendôme, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, qui vient dire l'exact inverse et qui recadre son collègue au gouvernement. Donc, le sujet, c'est pas les déclarations de M. Retailleau. Le sujet, c'est ce que va faire M. Retailleau. On sait que M. Retailleau, il a porté, comme nous, des propositions extrêmement restrictives à l'égard de l'aide médicale d'État. C'est-à-dire la possibilité d'obtenir, quand on est un étranger en situation irrégulière, toute la palette de soins gratuits, ça coûte 1 milliard d'euros. Et quelques jours plus tard, hier soir, on a la ministre de la Santé, dont j'ai oublié le nom, Geneviève Darrieussecq, voilà, qui vient dire on ne touchera jamais à l'aide médicale d'État. Ouais. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais, vous considérez qu'on essaie de ratisser le plus large possible en faisant plaisir à tous les électorats, quoi. Exactement. Juste une question. Et je pense que c'est le sentiment aussi qu'en ont les Français. Éric Ciotti paraît, votre allié, être extrêmement véhément contre toute perspective d'augmentation des impôts. Vous paraissez plus mesuré là-dessus. Votre préoccupation, c'est surtout les Français, les classes moyennes qui vous préoccupent. Lui, c'est pour tout le monde. Hein. Mais d'abord, nous avons quand même
l'une des économies dont les taux de prélèvement obligatoires sont aujourd'hui les plus élevés. Donc je crois nécessaire de déclarer ce que j'appelle de décréter la paix fiscale, c'est-à-dire de ne pas augmenter les impôts pour les classes populaires, les classes moyennes, pour toute cette France du travail qui voit déjà peser sur elle des dépenses contraintes toujours plus importantes, c'est plutôt avec des l'orientation carburants qui ne cessent de faire les montagnes russes dans les prix à la pompe, et une facture d'électricité qui ne cesse d'augmenter et qui pénalise aussi notre industrie et nos entreprises. Lorsque M. Barnier propose une surtaxation exceptionnelle des grands groupes pour venir au soutien d'une période de crise pour les Français les plus modestes, je suis en accord avec cela. Mais je dis une chose qui m'apparaît relever du bon sens. Lorsque nous avions proposé, dans le pic de l'inflation il y a quelques mois, que se mette en place en France une taxe sur les surprofits, c'est-à-dire de considérer qu'il y a des très grandes boîtes qui ont fait des surprofits, des profits exceptionnels en temps de crise, qui ne correspondaient pas à leur stratégie d'investissement et qui étaient un peu décorrélés des choix économiques qui ont été faits. Je n'ai rien contre le profit, je ne suis pas Monsieur Mélenchon, mais je dis qu'en période de crise, cette taxation sur les surprofits et les profits considérables qui avaient été faits par les très grandes entreprises devait permettre de financer des baisses de fiscalité et des baisses de TVA, notamment sur les produits alimentaires, pour les ménages les plus modestes. Donc, si cette hausse de fiscalité, cet impôt exceptionnel sur les très grands groupes, sur les très grandes entreprises, finance des baisses de taxes et rend du pouvoir d'achat aux plus pauvres et aux travailleurs les plus modestes, je dis oui. En revanche, Éric Ciotti ne dit pas oui à ça. Lui, il dit que c'est une atteinte à la compétitivité des entreprises et qu'il n'est pas question d'accepter toute hausse d'impôts, même pour les ménages les plus riches, puisqu'on parle de plus de 500 000 euros de revenus par foyer fiscal. Lui est hostile à toutes sortes d'augmentation d'impôts. Oui, mais il a parfaitement le droit. Éric Ciotti, il n'est pas au Rassemblement national. Et il a une liberté parce qu'il est président d'un mouvement politique et nous sommes alliés aux élections législatives dans le cadre d'une alliance parlementaire. Mais il est clair que les propositions que nous portions sur le plan économique, l'essence même de ce que nous proposons, allait dans le même sens. C'est-à-dire l'idée de ne pas se contenter que d'une politique de la demande, mais d'accompagner aussi nos entreprises et de considérer qu'on affrontera le mur de la dette et l'héritage cataclysmique que lèguent M. Macron et M. Le Maire avec un pays dans une trajectoire budgétaire sans précédent extrêmement préoccupante. C'est à la fois la lutte contre la mauvaise dépense publique et la lutte contre les gaspillages de l'argent de nos compatriotes, mais aussi la croissance, parce que qui s'enrichit paye ses dettes, et pour affronter ce mur de la dette, on aura besoin de nos entreprises, et nous avons eu l'occasion ensemble, nous étions ensemble d'ailleurs devant le MEDEF, avec M. Ciotti, de présenter un certain nombre de mesures en ce sens pour relancer l'économie française. Bien, un mot sur le procès des assistants parlementaires qui se déroule actuellement. Donc 25 personnes, pour rappeler à nos spectateurs, dont Marine Le Pen, sont jugées depuis lundi dans l'affaire des emplois supposés fictifs des assistants parlementaires. Ce qui est en cause, c'est un système de détournement présumé de l'argent versé par l'Union européenne pour financer les activités politiques du Front National. Alors Marine Le Pen risque notamment de 5 à 10 ans d'inéligibilité. Est-ce que, le cas échéant, vous êtes prêt à prendre sa place en 2027 ? Je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas juge, et donc on va laisser la justice faire son travail, et on va laisser les cadres du Rassemblement national concernés par la procédure et leurs avocats démontrer durant ces semaines de procès notre bonne foi la plus totale. En réalité, tous les blocs politiques sont concernés par cette procédure. La gauche est concernée par cette procédure, avec le même type de reproche qui est fait à la France insoumise. L'ex-majorité présidentielle au travers du MoDem est concernée par cette procédure, et le Rassemblement national est concerné par cette procédure. Bon, d'abord, on ne parle pas, parce qu'on parle de montants qui sont astronomiques quand même, donc juste je veux bien faire comprendre aux gens qui nous regardent ou aux gens qui nous lisent qu'on ne parle pas d'enrichissement personnel, on ne parle pas d'emploi fictif. On parle d'une différence d'appréciation sur le rôle de l'assistant parlementaire entre les partis politiques français et le Parlement européen. Il n'y a pas d'emploi fictif. Nos assistants parlementaires, ils ont travaillé à des emplois politique. Mais ils ont travaillé pour le Rassemblement national. Quand on prend le cas, par exemple, du garde du corps de Marine Le Pen, ou de la sœur de Marine Le Pen, qui le dit elle-même, elle n'a jamais mis les pieds au Parlement européen, est-ce que vous trouvez normal que ces emplois-là soient financés par le contribuable ? D'abord, c'est pas à moi de dire si je trouve ça normal ou non. Mais vous pouvez avoir une opinion. Procès. Non, mais je peux pas. Comprenez que c'est impossible pour moi de démontrer mes arguments et d'entendre, y compris les reproches dont vous faites l'écho, qui sont ceux du Parlement européen, dans un temps qui est quand même très court. Il y a un procès, donc on va laisser le procès se dérouler, et Marine Le Pen, qui est extrêmement sereine, extrêmement combative, va aussi utiliser ce temps de parole qui va lui être donné au procès pour exprimer quels sont les arguments politiques. Cette procédure, elle traîne depuis
10 ans, on nous reproche des choses qui paraissent totalement invraisemblables. Le contrat de M. Léger, il a été validé par le Parlement européen. Évidemment que quand vous êtes un parlementaire européen, vous n'êtes pas fonctionnaire de la Commission européenne, vous faites aussi de la politique. Lorsque vous êtes assistante, collaborateur ou collaboratrice de Marine Le Pen, est-ce que quand quelqu'un appelle au standard et demande à parler à Marine Le Pen, vous lui demandez si c'est Marine Le Pen présidente du Front National, puis Rassemblement National, ou Marine Le Pen députée européen? Voyez bien qu'il y a une ligne de crête qui n'est pas aussi simple, et donc nous allons utiliser ce temps judiciaire pour exposer nos arguments. Bon, maintenant, je suis pas, encore une fois, je suis pas à la place de nos avocats, et moi, j'ai toute confiance dans notre mouvement pour assurer sa défense, parce qu'encore une fois, nous n'avons rien à nous reprocher, nous sommes totalement irréprochables. Alors, vous avez dit à plusieurs reprises que c'était une question d'appréciation politique. Effectivement, Marine Le Pen a déclaré tout récemment, nous sommes la bête noire du Parlement européen. Est-ce que vous aussi, vous dénoncez d'une certaine façon un procès politique ? Non, mais si vous voulez, le Parlement européen considère que les députés européens, les eurodéputés et les assistants parlementaires des députés européens sont des fonctionnaires du Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le droit de faire de la politique. Oui, nous avons aussi, rémunérés pour des tâches directement liées à l'activité de l'eurodéputé, ce sont les règles européennes. Mais nous avons aussi des activités politiques. Mais ça veut dire que quand les règles ne vous conviennent pas, vous ne les appliquez pas ? Pardon, il y a un principe fondamental. Moi, je suis attaché à l'état de droit, contrairement à d'autres. J'ai un principe fondamental, c'est la séparation des pouvoirs. Dans quelle mesure est-ce que le pouvoir judiciaire peut s'immiscer dans la liberté de travail, de penser, d'agir des parlementaires et dans la manière dont les eurodéputés utilisent leurs collaborateurs pour faire de la politique? C'est un vrai sujet, c'est un sujet fondamental, c'est un sujet même pas seulement politique, c'est un véritable sujet de droit, et c'est précisément cet axe que nous utiliserons aussi au cours des prochaines semaines devant les tribunaux, parce que, encore une fois, il est difficilement concevable que le pouvoir judiciaire fixe le travail, le cadre de travail de députés. Enfin, on parle de gens qui ont travaillé à des emplois politiques. Les assistants parlementaires du Rassemblement national, les députés européens du Rassemblement national, ils ne repassaient pas les jeans des députés européens. Non, contrairement aux assistants parlementaires de M. Schulz, socialiste, l'ancien président du Parlement européen, qui lui a initié cette procédure et qui a été en fait pris à son propre piège. Ils ont travaillé à des emplois politiques. Mais oui, nos assistants parlementaires sont aussi des candidats aux élections, sont aussi des gens qui ont des responsabilités dans le mouvement politique et sont aussi des gens qui travaillent pour le mandat de député européen. Donc, croyez-moi, l'affaire n'est pas si simple. La procédure est en cours depuis 10 ans. Et si tous les mouvements politiques en France, tous les blocs politiques, pas tous les mouvements, mais tous les blocs politiques français sont concernés, c'est qu'il y a une véritable différence d'appréciation et conception de la liberté parlementaire entre la France et le Parlement européen. Juste un mot sur les assistants parlementaires, mais locaux. Pour le coup, on a quelques spécimens près de chez nous qui sont tout à fait remarquables, notamment celui du député varois Philippe Schreck, qui est également le porte-parole du groupe nationaliste provençal Ténessoul. Non, fini, il a été... Voilà, j'allais vous poser la question. Et l'assistant de Laure Lavalette, même chose? Oui, même chose. Je n'ai pas de... Bah oui, c'est toujours pareil. Ça fait 10 ans que ces gens-là envoient des tweets haineux, et c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte. Non, mais d'abord, si vous nous faites une offre de service et que vous souhaitez travailler avec nous sur la détection des candidats et aux ressources humaines du Rassemblement national, je dirais votre candidature avec grand plaisir. Vous prenez n'importe qui. Mais non, on ne prend pas n'importe qui. Mais si vous voulez, dans une organisation humaine qui compte plusieurs milliers de personnes, entre les salariés du parti, les salariés des députés nationaux, les salariés du groupe, les salariés des conseils régionaux, les salariés du Parlement européen, les gens qui vous accompagnent de manière plus ou moins bénévole, il peut arriver que sur les plusieurs milliers de personnes avec qui vous travaillez, il y ait parfois des brebis galeuses. Mais ce qu'il faut juger, c'est pas la porosité avec les brebis galeuses, c'est la réaction des mouvements politiques et la réaction des entreprises ou des organisations humaines quand ils sont confrontés à ce type de soucis. Mais sans doute, la presse française est parfaite, vous n'avez jamais de problème de ressources humaines, tous les gens que vous embauchez sont absolument formidables dans leur vie privée, dans leur travail ici, et vous avez une chance inouïe, je ne sais pas comment vous faites, mais sans doute ai-je beaucoup à apprendre de vous. Alors juste un mot, pardon, Philippe Schreck, vous avez réagi, effectivement Philippe Schreck a également réagi, la première réaction qu'il a eue quand on l'a contacté à ce sujet-là, c'est de menacer d'un procès pour diffamation. Voilà, je suis heureux de voir que vous rectifiez des choses et que vous dites les choses clairement. Oui, parce que si vous voulez, il y a des choses qui peuvent être dites, qui sont factuelles, et puis il y a des choses qui sont reprochées aux gens qui sont juste totalement fausses. Et donc, on n'aime pas être
être diffamé, on n'aime pas être calomnié. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est d'être combattu sur ce que je pense, sur ce que je dis, voilà, et pas sur des propos qu'on me prête. Alors, on va parler de la question des frontières. Christian Estrosi demande le rétablissement des contrôles à l'image de ce qui a été fait en Allemagne. Il a raison. Je lui propose d'utiliser les bonnes relations qu'il a avec Emmanuel Macron pour appuyer cette demande, qui est celle du Rassemblement national, auprès de la tête exécutive de notre pays. Moi, j'ai porté pendant toute la campagne européenne cette inquiétude, cet enjeu de l'immigration, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et qui considèrent que l'immigration menace aujourd'hui les grands équilibres de notre société. Je me suis rendu à plusieurs reprises au poste frontière de Menton. Vous avez la gentillesse de diffuser la photo, en présence notamment de Fabrice Leggeri, qui est l'ancien patron des gardes-côtes européennes, qui est aujourd'hui élu eurodéputé à mes côtés, qui est un énarque préfet français, lui de très grande qualité, qui travaille avec nous. Et j'avais défendu l'idée d'une double frontière, c'est-à-dire la nécessité de contrôler nos frontières aux portes de l'Union européenne face à des afflux migratoires qui sont toujours plus importants. Et je pense que la situation aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient peut nous faire craindre une nouvelle crise migratoire et la nécessité précisément de nous en prémunir en amont. Et évidemment un contrôle au niveau français. Vous vous souvenez que cette mesure de la double frontière, elle a été moquée. Tout le monde m'a expliqué que c'était impossible, que c'était illusoire, que nous étions dans un espace commun qui devait par principe bannir toute forme de contrôle au niveau national. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays autour de nous qui protègent leurs frontières. L'Allemagne, qui pour le coup n'est pas un gouvernement proche de mes idées, proche de ma famille politique, a rétabli des contrôles à la frontière. Alors évidemment, ce terme de contrôle, parfois il peut inquiéter les gens qui passent régulièrement la frontière dans le cadre d'un travail transfrontalier. On ne parle pas de contrôle systématique. Il y a une présence systématique de forces de police ou de douaniers, ou de policiers de la police aux frontières, et le contrôle, il est, je dirais, aléatoire. Il fonctionne au flair du douanier, au flair du policier. Il faut faire confiance à nos forces de l'ordre, et d'autres pays protègent précisément leurs frontières. Moi, j'étais il y a quelques jours au Danemark, où là-bas, un gouvernement socialiste, a considéré que l'immigration faisait peser une menace sur la sécurité, les comptes publics et sur la stabilité du Danemark, et a aujourd'hui une des politiques les plus restrictives d'Europe à l'égard de l'immigration. Donc quand on veut, on peut, et moi je souhaite que la France reprenne le contrôle de son sol, de son pays, de son territoire, de son avenir, et qu'on puisse exercer des contrôles à la frontière, et qu'on puisse aussi reprendre notre souveraineté en matière juridique. La première mesure que nous mettrons en œuvre, si nous arrivons demain à la tête de l'État, c'est de déclencher un référendum sur l'immigration, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'une grande partie de la politique d'immigration qui nous est imposée, des décisions d'éloignement ou des décisions d'OQTF qui sont coupées, le sont par des décisions juridiques européennes ou supranationales. Le Danemark a sa souveraineté juridique, je souhaite que la France puisse l'avoir, ça n'empêche pas de participer à un espace commun, et cela, ça sous-entend évidemment de modifier la Constitution pour rendre notre bouclier face à l'immigration massive intouchable au regard de jurisprudence européenne. Donc c'est une forme de Frexit. Non, c'est pas une forme de Frexit. Moi, je suis pas du tout pour sortir de l'Union européenne, mais je pense que sur les questions de sécurité ou d'immigration, on doit retrouver une primauté du droit national. Le Danemark a cette mesure depuis son entrée dans l'Union européenne. Le Danemark participe d'un espace commun. Il n'est pas du tout sorti de l'Union européenne. La Hongrie de M. Orban, de manière totalement objective, je sais les débats qu'il peut y avoir sur la Hongrie, mais je veux dire de manière totalement objective, depuis 2015, Viktor Orban a protégé ses frontières. Il n'y a pas d'immigration en Hongrie, et pardon de le dire, mais vous pouvez vous balader pendant une nuit à Budapest, il n'y a pas d'insécurité. Un mot sur l'Italie, Jordan Bardella. Giorgia Meloni a choisi d'accorder 450 000 titres de séjour à des travailleurs étrangers cette année. Excluez-vous totalement de faire de même si vous arrivez au pouvoir? Mais ce que vous ne précisez pas, je me permets parce que ça me semble fondamental, c'est que ces titres de séjour sont des titres de séjour qui ont un début et qui ont une fin. Le problème aujourd'hui, c'est les titres de séjour en France ou en Europe qui ont un début et qui n'ont jamais de fin, et qui sont utilisés en réalité pour rester sur le territoire national et pouvoir participer d'un flux qui est ininterrompu et je le dis aujourd'hui, hors de contrôle. Donc il y a des filières aujourd'hui. Au-delà des filières, on pense à nos médecins, on pense aux soudeurs, parce qu'on a affaibli les moyens donnés à la filière nucléaire, et donc on est obligé aujourd'hui d'aller chercher des soudeurs aux États-Unis pour répondre à des besoins, donc dont acte. Mais pour cela, il faut des titres de séjour qui correspondent à une mission, qui correspondent à une durée, mais dans le même temps,
Madame Meloni, je parlais des pays qui reprennent le contrôle sur l'immigration. On pourrait citer évidemment l'Italie de Madame Meloni. Moi, je soutiens ce gouvernement. Nos alliés sont en coalition avec Giorgia Meloni. Donc, moi, je suis en soutien de ce gouvernement. Mais en une année, Giorgia Meloni, par des mesures restrictives d'immigration, a fait baisser le nombre de clandestins, le nombre d'étrangers en situation irrégulière de 65%. Donc, encore une fois, l'immigration, c'est une volonté. Et aujourd'hui, pour beaucoup de nos dirigeants politiques, pour l'Union européenne, Emmanuel Macron en tête, l'immigration n'est pas un problème, c'est évidemment un projet. Pour moi, c'est l'inverse. Monsieur Bardella, pendant la campagne des législatives, vous avez indiqué que la réforme des retraites ne serait pas prioritaire si vous arriviez au gouvernement. Et la PAF, vous lui consacrez votre première... vous avez dit que ce ne serait pas la première mesure que vous prendriez. Et là, la première proposition de loi que vous allez déposer, c'est sur la réforme des retraites. Alors, est-ce que c'est juste pour ennuyer la gauche ? Non, mais je n'ai pas dit cela. J'ai dit une chose qui m'apparaissait relever là encore du bon. Moi, je peux mentir aux Français, si vous voulez. On peut dire aux Français que demain matin, on fait la retraite à 60 ans pour tout le monde, qu'on augmente le SMIC à 1 800 €, qu'on distribue et que l'État est le Père Noël. J'ai dit la vérité aux Français. D'abord, j'ai dit, si je deviens Premier ministre dans quelques jours, mois de juin, je m'apprête à hériter d'une situation budgétaire et financière du pays cataclysmique. À l'époque, j'avais demandé un audit des comptes publics pour faire la lumière sur l'état réel des comptes. Tout le monde m'a dit « mais c'est ridicule, c'est grotesque, on a toutes les données, il suffit d'aller sur le site de l'INSEE, il suffit d'aller sur le site du ministère de l'économie, on a toutes les données ». Et puis paf, à la rentrée, Monsieur Barnier, qui vient d'arriver, dit « mais en fait, je viens de trouver une situation des comptes publics qui est cataclysmique, j'ai besoin d'un audit pour faire la lumière sur la situation des comptes ». En quelques mois, on est passé d'une projection de déficit public de 3,5% à presque 6,5%. Donc c'est un trou de 50 milliards. Ça varie, mais globalement, on est d'accord pour dire qu'il y a un trou de 50 milliards de projections qui n'ont pas été envisagées par Monsieur le maire. Donc ils ont une responsabilité dans la situation budgétaire. Moi, j'ai dit une chose très simple. Ma priorité, je l'avais dit, c'était les carrières longues. C'était de permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, qui par définition ont des métiers plus difficiles, plus éreintants, plus contraignants, plus fatigants, de pouvoir partir plus tôt et de pouvoir partir avec un âge de départ légal de 60 ans et avec 40 annuités de cotisation. Au-delà, il y a une progressivité. C'est-à-dire qu'au-delà, il y a une progressivité qui va jusqu'à 62 ans et 42 annuités. Mais si vous commencez à travailler à 24 ou 25 ans, vous allez évidemment partir beaucoup plus tard. C'est parfement normal. Mais j'avais dit que ma priorité... À 66 ans, sans problème. Si vous commencez à travailler à 25 ans ou 24 ou 25 ans avec 42 annuités, oui, vous avez raison. Mais c'est toujours moins dans le système que je défends que actuellement, et dans le système que je défends, tout le monde est gagnant en réalité. C'est un système qui était raisonnable sur le plan économique, c'était 10 milliards d'euros par an, mais encore une fois, je pense que cette proposition est une proposition de bon sens face à une réforme des retraites qui a été extrêmement injuste, qui a été extrêmement brutale. Et encore une fois, moi, mon sujet, c'est évidemment le départ à la retraite pour les carrières longues, pour les gens qui ont des métiers difficiles, mais c'est aussi de favoriser l'attractivité de l'économie et de permettre à la jeunesse d'entrer plus tôt sur le marché du travail. Et donc, c'était une réforme qui conciliait à la fois l'impératif, le besoin de main-d'œuvre pour nos entreprises et en même temps un impératif de justice sociale. Alors, c'est votre première proposition de loi. Éric Ciotti l'a annoncé, il ne la votera pas, son groupe non plus. Ça l'affiche un peu mal, comme on dit chez nous, non ? Que votre principal allié ne vote pas la première proposition que vous allez déposer ? Mais ils vont voter beaucoup d'autres. Par exemple, le rétablissement des peines planchers. L'allègement de la fiscalité sur le carburant, la renégociation des règles européennes de fixation des prix de l'électricité. Donc, si on n'est pas des clones, et on a le droit d'avoir des sensibilités différentes. Si Éric Ciotti épousait l'intégralité des propositions de Marine Le Pen et des miennes, il serait au Rassemblement national. Mais je ne crois pas dans cette logique qui consisterait à dire il faut absorber tout le monde, il faut écraser tout le monde et il faut forcément que tout le monde pense la même chose. Voilà, on a des points d'accord, on a des sensibilités différentes sur certains sujets qui peuvent être des sujets plutôt sociaux, des sujets plutôt économiques, mais ça ne nous empêche pas, dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt du pays et face aux défis immenses qui sont devant nous, de faire un bout de chemin ensemble. Et j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour Éric Ciotti. Je trouve qu'il a fait un choix extrêmement courageux.
courageux et je m'honore de pouvoir continuer à travailler, à œuvrer au redressement du pays à ses côtés. Éric Ciotti, on l'a appris hier, reste membre de la majorité départementale au département des Alpes-Maritimes. Charles Ginesi, le président du département, considère que si Éric Ciotti était à votre meeting demain, ça serait un problème. Alors, Éric Ciotti sera là ou pas? Mais encore une fois, Éric Ciotti, il n'est pas membre du Rassemblement national. Donc demain, c'est la rentrée du Rassemblement national. Moi, je n'étais pas présent à titre personnel à sa rentrée, même si certains de nos militants et certains de nos élus pouvaient être présents. Demain, il ne sera pas présent physiquement au meeting. C'est-à-dire que sans doute certains de ses élus, de ses militants, de ses adhérents et même de ses électeurs seront présents, mais ça ne va pas nous empêcher de nous voir. Ça veut dire que c'est une question sensible. Si vous connaissez déjà à l'avance sa présence, ça veut dire que c'est quelque chose dont vous avez parlé ensemble. Ça veut dire que comme président du parti, je suis un peu au courant de ce qui va se passer demain à mon meeting et de qui va prendre la parole et de qui va intervenir. On va évidemment mettre à l'honneur nos parlementaires, notre nouvelle déléguée départementale Alexandra Masson, qui est également députée des Alpes-Maritimes, qui vient aussi d'ailleurs de la droite, des Républicains, et qui incarne, je crois, cette nécessaire main tendue, ces ponts qu'il faut construire ici dans le département des Alpes-Maritimes avec la droite et avec des gens qui ne croiraient plus dans les Républicains. Ce qui se passe au Conseil départemental des Alpes-Maritimes, est-ce que vous le voyez d'une certaine manière comme un laboratoire de l'union des droites? Charles Ginesi a déclaré hier dans Nice Matin « Je peux adhérer à un concept d'union des droites, mais je ne prends pas les extrêmes, on a du mal à y voir clair ». Et il prend qui du coup? Enfin, je me considère pas comme extrême, mais je pense que je suis visé par. Donc, oui, parce s'il veut faire l'union des droites. Il parle de l'extrême droite, effectivement. Oui, mais je sais, du coup, on sait pas trop avec qui il veut faire alliance, mais c'est pas très grave. Moi, je parle aux électeurs. Voilà, je parle pas aux appareils politiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des orphelins des Républicains, qui ont pu voter par le passé pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, qui considèrent aujourd'hui que les Républicains n'apparaissent pas comme une alternative crédible à la politique de Monsieur Macron, et qu'on est passé en fait en quelques années d'un gouvernement, de plusieurs gouvernements d'ailleurs Macron-LR autour d'Édouard Philippe, à désormais un gouvernement LR-Macron où les macronistes ont trusté la quasi-totalité des postes stratégiques. Donc les LR sont dans une forme de compromission à l'égard d'Emmanuel Macron, à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron. C'est une des raisons pour lesquelles Éric Ciotti s'en est éloigné. Et moi, je pense que nous avons des ponts à bâtir avec beaucoup d'élus locaux de divers droites. Et on peut avoir parfois des sensibilités, mais ça n'empêche pas de se respecter. Je respecte beaucoup quelqu'un comme David Lisnard, par exemple, qui est le maire de Cannes, qui n'est pas de ma famille politique, mais qui, sur certains sujets, notamment liés à la sécurité ou à l'immigration, exprime des positions qui sont, il faut le dire, assez proches des miennes sur certains sujets, ce qui n'empêche pas d'avoir des divergences sur beaucoup d'autres sujets. Mais je pense qu'à un moment donné, les Français doivent se dire, mais si le Rassemblement national peut y aller, même si moi je viens des Républicains, eh bien il faut qu'on puisse tous tendre la main et travailler ensemble, parce que l'enjeu, c'est que la France reste la France et que la France ne disparaisse pas. Ça veut dire que Lisnard, Premier ministre, ce serait mieux que Michel Barnier? Non, mais je fais pas le... C'est pas, enfin, si vous voulez, je joue pas au Cluedo ou à qui est-ce, mais non, je pense que ce qui doit prévaloir, c'est la politique qui va être conduite derrière. Il peut y avoir des personnalités. Je vous dis, M. Barnier est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un de respectable. M. Retailleau, c'est pareil. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils font derrière? Je veux dire, les effets d'annonce, les effets de com, les louanges de personnes qui consistent à stresser des louanges par médias interposés, c'est très sympathique, mais ça fait pas une politique pour les Français et ça change pas le quotidien des gens. Faites votre rentrée politique à Nice où Éric Ciotti ne cache pas ses ambitions pour les élections municipales de 2026. S'il est vraiment candidat, est-ce que vous le soutiendrez? Ça pourrait. Je pense qu'Éric Ciotti a en tout cas les qualités, les compétences, les convictions, la solidité et l'enracinement pour mener une belle campagne aux élections municipales à Nice. Nous allons continuer d'en discuter, mais il n'est pas interdit de penser que je puisse et que nous puissions lui apporter un soutien. Est-ce que vous êtes prêt à réintégrer Philippe Vardon, l'identitaire, et son groupe d'opposition qui était passé à Reconquête? Non, ça n'est pas prévu. Si vous voulez, on ne peut pas partir d'un mouvement politique, revenir en fonction des résultats, faire des allers-retours, donc non, ça n'est pas prévu. Marion Maréchal non plus, donc? Ça n'est pas prévu. Quelle autre ville vous semble prenable en 2026 dans les Alpes-Maritimes?
Je peux faire une réponse très petite, je vais vous dire toutes. On a fait les Alpes-Maritimes, c'est un département où on progresse année après année. C'est vraiment une terre de conquête, les Alpes-Maritimes. Oui, c'est une terre. Alors je sais pas si c'est une terre de mission, une terre de conquête, je sais pas comment on dit, mais c'est vrai que c'est un territoire sur lequel on progresse. C'est un territoire sur lequel je crois la volonté, l'aspiration à l'ordre et la volonté de préserver son identité, une forme de cadre de vie, de valoriser le travail aussi, sont des thématiques que nous avons porté et qui connaissent ici un accueil de plus en plus favorable. Je crois que vous avez la gentillesse dans le micro-trottoir que vous avez montré d'interroger des personnes dont on sent que le Rassemblement national est un peu plus à la maison que dans d'autres départements. Donc nous allons évidemment regarder avec très grand intérêt les élections municipales et notre objectif c'est évidemment d'être présent dans un maximum de communes. Mais je laisserai notre préfète et notre déléguée départementale Alexandra Masson vous en dire un petit peu plus dans les mois qui viennent. Alors justement, en tout cas, la commission d'investiture pour les élections municipales commence ses travaux dans les prochains jours. Nous tiendrons dans les prochains mois une grande convention municipale à Paris et nous aurons l'occasion de vous présenter nos premiers chefs de file. Alors justement, Alexandra Masson a succédé à Lionel Tivoli récemment comme délégué départemental. Il y avait une nécessité de remettre de l'ordre dans les Alpes-Maritimes. En tout cas, d'avancer en prolongeant ce qui a pu être initié et en continuant à cet effort d'enracinement, d'implantation. Lionel a été à la tête de notre fédération et je le remercie pour cela pendant plusieurs années. 9 années, pardon. Pendant 9 années, parfaitement. On dit théoriquement au sein de notre mouvement que les délégués départementaux sont astreints à une durée de 5 ans. Donc Lionel avait accepté de prolonger sa mission pendant plusieurs années. Donc je pense qu'il y avait une nécessité de renouveler, d'un nouveau souffle. Et Alexandra, dans la complémentarité, dans la continuité de la précédente équipe, va évidemment continuer à porter nos espoirs ici dans ce département des Alpes-Maritimes et puis plus largement dans toute cette région sud sur lesquels les scores que nous réalisons progressent. Vous avez l'intention de faire un travail davantage de terrain parce que les bons scores dont vous parlez des Alpes-Maritimes, vous les faites depuis des décennies. Et il n'y a jamais eu d'enracinement, il n'y a jamais eu de travail vraiment militant dans les Alpes-Maritimes, peut-être dans d'autres départements aussi. Il y a quelque chose qui va changer de ce point de vue-là ? C'est vrai que le Sud-Est est une terre sur lesquelles les scores du Rassemblement national et aussi ceux de la droite ont toujours été très importants parce que je pense qu'il y a une fierté, il y a une identité, il y a une volonté de défendre un patrimoine, une culture qui est peut-être plus forte qu'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup cette région. Je suis d'origine italienne, je suis un Méditerranéen, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, mais j'aime cette région et je pense que nous pouvons faire du bien à cette région. Mais pour cela, il faut évidemment qu'on ait conscience de la nécessité d'implanter encore davantage notre mouvement. Et pendant très longtemps, il est vrai que cette ambition pour l'implantation locale a été négligée au sein du Front National. Marine Le Pen, élue à la tête du parti en 2011, a souhaité prendre à bras-le-corps cette nécessité. Et donc, année après année, eh bien, nous faisons émerger des visages, des profils, pas seulement des militants, aussi des cadres et des élus, et dont certains d'ailleurs viennent aussi des Républicains. Alors, avant de terminer cette émission, Jordan Bardella, on va vous soumettre à la question perso. Frédéric Maurice. Vous aviez vos habitudes à Fréjus. Or, vous et les cadres du parti, on vous voit beaucoup moins depuis la mise en cause de la gestion du maire RN, David Rachlin, dans un brûlot paru l'an dernier. Est-ce que ça fait mauvais genre aujourd'hui de s'afficher à ses côtés ? Mais ça fait pas mauvais genre de s'afficher à ses côtés. Vous faites écho pour que les gens qui nous regardent comprennent un livre qui est paru sous les plumes d'une de vos consoeurs. Ce livre est attaqué en diffamation, puisque David Rachlin en conteste l'intégralité des reproches qui lui sont faits. Maintenant, c'est la justice, ou pas la justice d'ailleurs, qui dira ou ne dira pas si les accusations qui sont soulevées par ce livre. Alors pourquoi ne plus s'afficher à ses côtés ? Fréjus était. Non, mais je pense que David. Pas personne ne va à Fréjus. En tout cas, nos électeurs sont à Fréjus, et je vous rappelle que David Rachlin a été réélu, me semble-t-il, au premier tour aux dernières élections municipales. Je pense que David a voulu prendre du recul pour éviter que l'attention médiatique, parce que vous savez comment c'est, il suffit que vous sortiez un bouquin en disant il y a tel et tel sujet dans cette ville,
pour qu'à chaque rentrée politique, à chaque meeting, on vous interroge sur les faits et gestes, le moindre fait et geste dans la ville de Fréjus. Donc je pense que pour se protéger et pour préparer sa défense, ses plaintes notamment en diffamation, il a souhaité prendre du recul. Vous savez s'il a vraiment déposé plainte d'ailleurs? Maintenant, il n'a pas, pardon? Vous savez s'il a vraiment déposé plainte d'ailleurs? Ah oui, à ma connaissance, il a déposé plainte. Enfin, vous lui poserez la question, mais à ma connaissance, il a déposé plainte dès la sortie du bouquin, c'est-à-dire il y a plusieurs mois de cela, me semble-t-il, à la fin de l'année 2023, au début d'année 2024. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous préférez séjourner chez Cyril Hanouna à Saint-Tropez. Non, mais je n'ai pas de commentaires à faire sur les dîners privés et sur les déjeuners privés que je peux avoir. Parce que si je me mets à divulguer sur votre plateau les dîners, les déjeuners privés que je peux avoir avec un certain nombre de vos confrères qui sont très curieux de connaître le fond de notre politique, le fond de notre position et qui parfois peuvent nous tresser des louanges aussi, croyez-moi que cette émission va faire de la reprise. Bon, bah, tant pis pour la reprise. Mais j'espère qu'il y en aura quand même. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Jordan. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci à Philippe Bertini et Sophie Dancé pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Notre invité sera Jérôme Viau, le maire de Grasse et président de l'Association départementale des maires de France.